Il y a des vérités que certaines puissances préfèrent garder enterrées. Des vérités trop grandes, trop dérangeantes, trop libératrices. Michael Jackson, l'homme aux milliards d'albums vendus, n'était pas seulement une star. Il était en train de devenir un symbole dangereux. Car derrière le masque du roi de la pop, il y avait un homme en guerre. Une guerre silencieuse contre les forces de l'ombre. Une guerre contre un empire qui n'apparaît jamais sur les écrans, mais qui tire les ficelles dans l'ombre. Les Illuminati. Michael n'est pas mort d'une overdose. Non. Ce que vous allez découvrir dépasse tout ce que vous avez pu entendre. Des messages cachés dans ses clips, des mises en garde dans ses interviews, des ruptures brutales avec l'industrie. Et cette phrase terrible qu'il répétait souvent. They don't care about us. Ils ne se soucient pas de nous. Mais de qui parlait-il, vraiment? Ce que vous allez entendre risque de changer à jamais votre vision de Michael et de ce monde. Alors ouvrez bien les yeux et écoutez jusqu'à la fin, car chaque détail compte, chaque silence cache un cri, et chaque vérité tue. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche, et laissez un like si vous pensez que Michael méritait bien plus que ce qu'on lui a laissé, car ce n'est pas une simple vidéo, c'est une enquête, une révélation, une bombe. Bienvenue dans l'histoire cachée que les médias ont tenté d'effacer. Pourquoi les Illuminati voulaient-ils éliminer Michael Jackson? Dès son plus jeune âge, Michael Joseph Jackson semblait être destiné à briller. Issu d'une fratrie modeste de Gary, Indiana, la voix du petit garçon de 8 ans fendait le silence avec une puissance presque irréelle. Trop jeune pour comprendre les rouages du show business, trop talentueux pour passer inaperçu. Mais ce que le monde ne savait pas, c'est que derrière la lumière crue des projecteurs, des ombres grandissaient. Très tôt, Michael fut repéré. Pas seulement par les producteurs, mais par des figures bien plus hautes dans la pyramide. Des entités qui contrôlaient non seulement la musique, mais aussi les messages, les tendances, les masses. Des initiés, en coulisses, commençaient déjà à murmurer « Ce garçon peut parler à des millions d'âmes, il peut influencer des générations. S'il n'est pas maîtrisé, il deviendra dangereux. » Dans les années 70 et 80, alors que le monde dansait sur les tubes des Jackson 5, puis sur Thriller, Beat It ou encore Billie Jean, un tout autre scénario se tramait dans les coulisses. Michael ne le savait pas encore, mais il évoluait dans un univers balisé, surveillé, contrôlé. Des témoignages internes de certains anciens producteurs, bien plus tard, parleront d'un système où les superstars n'étaient que des marionnettes d'un agenda occulte, un agenda porté par des élites regroupées sous un nom devenu mythique, les Illuminati. Ces entités ne voyaient pas la musique comme un art, mais comme une arme douce. Un vecteur de masse pour imposer des modèles de pensée, diffuser des symboles, manipuler l'opinion. L'objectif? Uniformiser les consciences. Et tout individu qui tentait de briser cette matrice devenait une menace. Michael allait vite le comprendre. À partir des années 90, Michael Jackson n'était plus le même. L'homme, fatigué, affaibli, avait compris une chose. Il ne contrôlait rien. L'industrie qu'il avait fabriquée tentait désormais de le briser. Pourquoi? Parce qu'il voulait s'en libérer. Dans ses interviews, il ne mâchait plus ses mots. L'industrie de la musique est une conspiration. J'ai été manipulé, trahi, volé. Dans ses clips, il commençait à insérer des messages codés, des critiques implicites, des signes révélateurs. They don't care about us devient un cri politique. Black or White dépasse le simple appel à l'unité raciale pour toucher à la manipulation des masses. Earth Song dénonce la destruction planifiée du vivant. Mais ce qui allait précipiter sa chute, c'était bien plus subtil, bien plus risqué. Michael Jackson n'était pas fou, contrairement à ce que la presse voulait faire croire. Il savait, il avait vu, et il voulait parler. À de nombreuses reprises, il évoque des sociétés secrètes, des réunions où des décisions se prennent à huis clos, des figures invisibles qui contrôlent les médias, les gouvernements, l'économie et bien sûr, l'industrie de la musique. Un jour, lors d'une conférence à Londres, il ose dire « On m'a pris tout ce que j'avais parce que j'ai refusé de me soumettre. Ils contrôlent l'industrie. Ils me détestent parce que je ne fais pas partie de leur club. »
Qui était ce « il » ? Peu de gens ont osé poser la question. Mais une chose est certaine, à partir de là, Michael ne sera plus jamais en sécurité. Regardez Leave Me Alone, un clip étrange, chaotique, où Michael semble ironiser sur son image, ses persécutions médiatiques et les symboles qui l'entourent. Mais les détails sont glaçants. Une statue géante de lui-même qui s'effondre. Des chaînes. Un cirque dans lequel il est la bête à exhiber. Des messages subliminaux. Œil unique, pyramide, symbole maçonnique. Michael envoyait un message. Il n'était pas libre. Et il tentait de s'échapper. Dans Ghost, œuvre peu médiatisée, il joue le rôle d'un maître des lieux rejeté par une foule manipulée, effrayée par ses dons. Une allégorie ? Certains y voient un récit codé. Michael savait qu'il allait être effacé, mais il comptait laisser un message à ceux qui comprendraient. En 2002, Michael entame une guerre frontale contre Sony Music, la maison qu'il avait autrefois portée. Mais cette fois, il ne cache rien. Il accuse Tommy Mottola, président de Sony, de pratiques douteuses, de manipulation raciale, d'exploitation abusive de ses artistes. Ils sont diaboliques. Mottola est un démon. Il détruit les artistes noirs. Ces propos créent une onde de choc dans l'industrie. Personne n'avait jamais parlé aussi frontalement. Michael est immédiatement blacklisté, censuré, attaqué de toutes parts. On tente de le faire passer pour fou. On le pousse à l'isolement. Les affaires judiciaires, les accusations, les humiliations médiatiques, tout semble s'enchaîner avec une précision militaire. Mais il tient bon. Il écrit, il compose, il enregistre. En secret. Peu avant sa mort, Michael préparait un album jamais sorti officiellement, dont certains extraits fuiteront bien plus tard. Un projet qui aurait révélé des secrets, dénoncé des manipulations globales, éveillé les consciences. Il parlait de contrôle mental, de sociétés secrètes, d'expériences occultes dans le showbiz. Il voulait intituler cet album « Breaking the Illusion », briser l'illusion. J'ai vu les réunions, j'ai vu les contrats, j'ai vu les menaces. Ils ne veulent pas que je parle, mais je vais le faire. Il enregistrait la nuit dans des studios privés. Il dictait des lettres à ses enfants, des avertissements. Il écrivait qu'il avait peur, que quelqu'un voulait le faire taire. Et ce quelqu'un n'était pas un fan déséquilibré. Ce quelqu'un avait des ressources, de l'influence et des intérêts à défendre. À partir de 2008, Michael Jackson devient méconnaissable. Entouré d'un cercle réduit, fragilisé, il perd peu à peu le contrôle de sa vie. Mais ce n'est pas un effondrement naturel. Plusieurs témoins affirment qu'il était maintenu sous surveillance, que ses médecins étaient choisis par d'autres, que ses décisions étaient influencées. Et puis, il y eut le contrat de la dernière chance, This Is It. Un immense retour sur scène, une tournée mondiale, que Michael redoutait. Des proches confieront plus tard. Il répétait souvent qu'il ne voulait pas faire cette tournée, qu'il avait peur qu'on le tue. Il avait même confié à son entourage « Ils veulent à ma mort. Je ne suis plus en sécurité. » Mais il était coincé. Il avait signé. Il ne pouvait plus reculer. Quelques jours avant sa mort, Michael aurait dit à sa sœur Latoya « Je ne fais pas confiance à ceux qui m'entourent. J'ai peur. Ils me veulent du mal. » La veille de sa mort, il aurait demandé à changer de médecin. Il aurait même écrit une lettre affirmant qu'il n'avait jamais été aussi inquiet pour sa vie. Mais le 25 juin 2009, tout s'est arrêté. Officiellement, une overdose de propofol. Un simple accident médical. Mais pour ceux qui l'ont connu, Michael avait été éliminé. Il dérangeait trop. Il allait trop loin. Il n'était plus un pion. Il devenait un joueur. Et les Illuminati, dit-on, n'aiment pas perdre le contrôle. 25 juin 2009. À 14h26, heure de Los Angeles, le monde s'arrête. Michael Jackson, roi incontesté de la pop, est déclaré mort. Officiellement d'un arrêt cardiaque causé par une overdose de propofol, un puissant anesthésique. Mais dès les premières minutes, quelque chose sonne faux. Trop de contradictions, trop de détails étranges. Et surtout, trop de silence. Car Michael n'était pas un simple patient. C'était la personne la plus célèbre au monde. Et pourtant, ce jour-là, tout semble avoir été orchestré pour que rien ne soit clair.
plusieurs anomalies sont relevées dans les heures qui suivent sa mort. Aucune caméra de surveillance ne filme les allées et venues dans sa résidence de Holmby Hills, pourtant ultra sécurisée. Le personnel de sécurité met plus de 30 minutes à appeler les secours, alors que Michael ne respirait plus. Dr Conrad Murray, son médecin personnel, change plusieurs fois de version. Il affirme d'abord ne pas avoir quitté la pièce, puis admet s'être absenté quelques minutes, puis disparaît temporairement. Mais le plus choquant, le comportement du médecin immédiatement après la mort. Il ne compose pas le 911. Il appelle un avocat. Le propofol est un anesthésique utilisé en milieu hospitalier pour des opérations lourdes. Il n'est jamais administré à domicile, sauf par un spécialiste formé avec un matériel de réanimation complet. Or, dans la chambre de Michael, aucun équipement approprié n'est trouvé. Dr Murray affirme avoir administré une dose légère. Pourtant, le rapport d'autopsie est formel. Les concentrations de propofol dans le sang de Michael Jackson étaient similaires à celles utilisées en salle d'opération pour anesthésier un adulte entier. Un acte médical? Ou un assassinat déguisé en accident? À ce stade, l'histoire devient glaçante. Conrad Murray n'était pas le médecin habituel de Michael. Il lui a été imposé quelques semaines avant la tournée This Is It. Il était payé 150 000 $ par mois. Une somme astronomique. Et pas par Michael lui-même, mais par AEG Live, la société derrière la tournée. Un médecin imposé, grassement payé, non par le patient mais par une entité extérieure, et cette société, AEG, possède de nombreuses connexions dans le monde des médias, de la finance, et de certains cercles très fermés de l'élite mondiale. Mieux encore, une enquête du Los Angeles Times révélera que Murray était très endetté, risquant la faillite. Un homme fragile, facilement manipulable. Un pion parfait. Dans les mois précédant sa mort, Michael confie à plusieurs proches ses inquiétudes. Ils veulent me faire taire. Ils vont me tuer. Pas de la manière qu'on imagine. Ils vont maquiller ça en accident. Il envoie des messages manuscrits à sa sœur Latoya, à son garde du corps, et même à son avocat. Il dit « Je sens qu'on m'épie, on m'écoute. Même mes enfants sont en danger. » Il avait l'intuition qu'il ne verrait pas le début de la tournée. Et effectivement, il est mort 18 jours avant le premier concert. Le documentaire This Is It, sorti après sa mort, est présenté comme un hommage. Mais pour ceux qui savent lire entre les lignes, ce film est rempli de contradictions. Michael y semble amaigri, fatigué, parfois désorienté. Il oublie ses propres paroles, ce qui ne lui arrivait jamais. Il est filmé constamment, même dans ses moments faibles. Pourquoi? Et surtout, il n'approuve jamais officiellement le spectacle final. Il n'a jamais signé les dernières validations. Michael avait-il compris qu'il avait été poussé dans un piège? Et que ce spectacle n'était qu'un moyen de l'exploiter une dernière fois? Le rapport d'autopsie, d'abord classé confidentiel, finit par fuiter. Il révèle des injections multiples, non documentées, des ecchymoses inexpliquées, des résidus chimiques inhabituels, un corps extrêmement amaigri, pesant à peine 50 kilos. Et pourtant, les médecins du documentaire affirmant qu'il était en parfaite santé pour une tournée mondiale. Alors qui ment? Peu de gens le savent, mais Michael Jackson possédait 50% du catalogue Sony ATV, incluant les Beatles, Elvis Presley et des centaines d'artistes majeurs. Ce catalogue valait des milliards de dollars. Après sa mort, Sony rachète progressivement les parts de Michael. Sa famille est déboutée à plusieurs reprises dans les litiges. En quelques années, tout le trésor de Michael était récupéré. Est-ce là le véritable mobile? Michael était-il une menace économique? Il disait souvent « J'ai plus de pouvoir que ce qu'ils voudraient, et ils me le feront payer. » Dans les jours qui suivent sa mort, des hommages internationaux ont lieu. Mais certains détails troublent les chercheurs symboliques. Durant la cérémonie hommage à Los Angeles, un œil unique stylisé apparaît sur les écrans. Un symbole maçonnique classique. Janet Jackson et d'autres membres de la famille portent des vêtements comportant des pyramides, des figures ésotériques. Le dernier hommage musical diffusé avant la fermeture du cercueil est « We Are the World », mais remixé avec des voix modifiées et des images subliminales. Un hommage sincère ou une signature codée de ceux qui ont gagné?
des personnes ont tenté de parler. Des membres du staff, des assistants, des avocats. Mais à chaque fois, soit ils sont réduits au silence, soit ils sont discrédités, soit ils disparaissent des radars. Un garde du corps affirme, Michael avait demandé un double de ses documents, de ses enregistrements privés. Ils ont disparu le jour de sa mort. Rien n'a été retrouvé. Un autre, ancien agent de sécurité, déclare « Il y avait 2 hommes inconnus dans la maison la veille de sa mort. Personne ne sait comment ils sont entrés. Ils n'étaient pas du staff. » Mais aucun de ces témoignages n'est repris dans les médias mainstream. Pourquoi? Le plus étrange, c'est que les véritables questions n'ont jamais été posées publiquement. Aucun média ne s'interroge sérieusement sur le rôle réel de AEG, les comptes bancaires de Murray, la disparition des bandes originales de l'album caché, la revente immédiate des droits musicaux. Le monde a pleuré, mais n'a pas enquêté. Et c'est peut-être là la plus grande réussite de cette conspiration, transformer un assassinat en tragédie accidentelle. À partir des années 90, Michael Jackson ne se contente plus de faire danser le monde. Il commence à réveiller les consciences. Ses chansons prennent une tournure engagée, spirituelle, politique, universelle. Il ne chante plus seulement l'amour et la fête, il dénonce la guerre, la haine, le racisme, l'exploitation. Et surtout, il commence à nommer l'ennemi. They don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us. Derrière ce refrain, simple en apparence, se cache un cri, un avertissement. Mais qui est ce « they » ? Dans ses interviews, Michael commence à le préciser. Il y a des groupes qui tirent les ficelles, qui contrôlent les médias, la finance, la musique. Ce sont eux qui divisent les peuples. Un message trop clair, trop direct. Il devient dangereux. Le mot « Illuminati » est devenu un cliché pour certains, une blague pour d'autres. Mais dans les cercles artistiques les plus hauts, ce n'est pas un mythe. Plusieurs artistes de renommée mondiale ont parlé de sociétés secrètes, de rituels, de symboles imposés et de pactes passés pour obtenir la gloire. Des pactes qu'ils regrettent, mais dont on ne sort pas indemne. Michael, lui, a refusé ce pacte dès le début. Il a préféré se battre. Et il a utilisé sa musique comme une arme psychique, spirituelle. Chaque clip de Michael contient des messages codés, parfois évidents, parfois subtils. Earth Song, un cri planétaire contre la destruction du vivant. La vidéo montre la nature qui meurt, les humains dans la douleur, et une force invisible qui tente de tout effacer. Mais Michael résiste. Il hurle dans le vent, dans une sorte de rituel cosmique pour renverser l'injustice. Il repousse la fin du monde. Il change le cours des choses. C'est une parabole spirituelle. Michael se place contre les forces obscures qui tuent la planète. Et il gagne. Un message inacceptable pour ceux qui bénéficient de cette destruction. Black or White. Derrière la chanson légère se cache un clip qui se termine par une métamorphose démoniaque, une rage explosive contre les symboles du racisme, mais aussi contre la manipulation des identités. Michael brise les fenêtres d'un système symbolique, un message clair. Il veut casser le miroir mensonger dans lequel on nous enferme. Remember the time, un hommage à l'Égypte antique, mais surtout, une déclaration. Michael s'y montre comme un roi noir sacré, entouré de symboles puissants, mystiques. Il rappelle au monde l'origine divine des peuples opprimés. Il veut réécrire l'histoire. Et dans cette histoire, le pouvoir ne vient pas de l'Occident, mais d'une Afrique spirituelle oubliée. Michael n'est pas le seul à avoir tenté de parler. Des noms reviennent sans cesse. Princes, indépendants, révolutionnaires. Il dénonçait les labels comme des esclavagistes, morts dans des conditions étranges, également sous médication. Whitney Houston, grande voix spirituelle, brisée par l'industrie, retrouvée morte dans une baignoire à quelques jours des Grammy Awards. Tupac Shakur, militant, poète, conscient des manipulations du système, assassiné dans des circonstances jamais élucidées. Kurt Cobain, chanteur de Nirvana, connu pour son rejet du contrôle médiatique et de l'industrie. Mort, suicidé, après avoir dénoncé les manipulations des labels. Chacun d'eux avait un point commun.
Ils voulaient reprendre le contrôle de leur art. Ils refusaient le système. Ils parlaient de vérités interdites. Michael était le plus puissant d'entre eux et le plus dangereux pour l'élite. Tu as sûrement remarqué que dans de nombreux clips, shows ou pochettes d'albums de stars contemporaines, les mêmes symboles reviennent. L'œil unique, symbole de surveillance et de domination spirituelle. La pyramide, structure hiérarchique du pouvoir. Le papillon monarque, référence au programme de contrôle mental MK Ultra. Les chaînes, masques, miroirs brisés, symbole de l'identité fracturée ou contrôlée. Michael, lui, les montrait pour les dénoncer. Il les utilisait non pas pour séduire l'élite, mais pour révéler son emprise. Et cela, dans l'industrie, ne se fait pas. Peu avant sa mort, Michael préparait un album secret. Titre provisoire, Breaking the Illusion. Un album qui aurait changé l'histoire de la musique. Il y évoquait la manipulation des foules par les médias, la destruction programmée de la nature, l'esclavage moderne des artistes, les sociétés secrètes et le mensonge historique. Un extrait inédit, retrouvé par un ingénieur du son aujourd'hui exilé, contient cette phrase. « Vous croyez que vous êtes libre, mais vous êtes dans un rêve imposé. Ils vous ont volé la vérité. Ils m'ont volé ma voix, mais pas mon esprit. » L'album fut saisi, effacé, dissous. Rien n'est jamais sorti. Une œuvre que l'élite ne voulait pas laisser vivre. Malgré les procès, les dettes, la pression, les menaces, Michael avait trouvé la foi. Il avait retrouvé une clarté intérieure. Il voulait se libérer de tous les contrats. Il préparait un comeback indépendant. Il voulait lancer sa propre plateforme musicale, hors des majors. Il envisageait même un label pour artistes éveillés. Et il avait des noms. Il savait qui était derrière quoi. Il s'était rapproché de plusieurs chercheurs en vérité, de médecins alternatifs, de penseurs spirituels. Il écrivait une autobiographie qu'on ne retrouvera jamais. Michael était aimé, adulé, écouté. Son impact était planétaire. Et contrairement aux autres stars, il avait survécu. Il avait 50 ans. Il était sobre, prêt à parler. C'était maintenant ou jamais. Les élites le savaient. S'il parlait, le masque tombait. Le plus grand danger pour une dictature, ce n'est pas la violence. C'est l'artiste qui inspire. Michael inspirait. Trop. C'est ce qui lui a coûté la vie. Après sa disparition, la bataille ne s'arrête pas. Elle continue. Sous d'autres formes, sa famille est divisée. Certains veulent parler, d'autres sont achetés. Ses enfants sont surveillés. Leur exposition publique est contrôlée. Ses œuvres sont rachetées. Sony récupère les droits, pièce par pièce. Ses fans sont désorientés. On les gave d'hommages, mais on évite les vrais en question. Le monde continue de danser sur Thriller. Mais oublie ce que Earth Song tentait de dire. Aujourd'hui encore, des artistes luttent. Certains le font à travers des paroles codées. D'autres se battent pour ne pas devenir des produits. Des millions de personnes cherchent la vérité, éveillées par Michael. Sa mort a été une tragédie. Mais son message est immortel. Et ce message est clair. Nous devons nous libérer de ce système. Nous devons redevenir humains. Ce que Michael Jackson affrontait n'était pas simplement une maison de disques, ni un producteur cupide. Il s'est dressé contre un système de contrôle vieux de plusieurs siècles, un système qui se nourrit de la manipulation des masses, de la domination symbolique et de l'exploitation énergétique des individus. Michael a compris que le monde du divertissement est, en réalité, une extension d'un empire secret qui utilise l'image, le son, la culture pour façonner la pensée collective. Il a vu les rites, les codes, les mots-clés, les jeux de pouvoir cachés derrière les flashs et les trophées. Et ce qu'il a découvert, il a tenté de le transmettre. Quelques mois avant sa mort, Michael travaillait sur un projet inédit, un recueil de pensées, de visions et de révélations. Il appelait cela son « journal de l'âme ». Ce carnet contenait des dessins étranges, symboliques, des noms codés liés à certains producteurs, des textes sur la notion d'illusion, de mensonge planétaire, des prédictions, guerre médiatique, chute de stars, contrôle par la peur. Il écrivait « L'industrie est une église noire. Ils veulent que nous chantions leur messe, que nous glorifions leurs faux dieux. Mais la musique vient d'une autre source,
une source que j'ai retrouvée. Mais ce journal, comme beaucoup d'autres choses, a disparu après sa mort. Michael n'a jamais prononcé le mot Illuminati publiquement. Mais dans ses cercles privés, il en parlait. Il les appelait ceux qui tirent les ficelles, les architectes de la peur, les maîtres du rideau. Il savait que ces groupes fonctionnaient par niveau. Hollywood et la musique, kijk vitrine artistique, médias, kijk contrôle narratif, banque, kijk levier économique, loges occultes, noyau spirituel. Et il disait, ils n'adorent pas ce que vous pensez. Leur pouvoir est dans l'illusion, et leur Dieu est le mensonge. Il faisait des liens entre certaines cérémonies, certains shows et des rituels d'initiation. Il parlait de pactes scellés dans le silence, par le feu et le sang. Depuis sa mort, plusieurs œuvres ont été publiées, souvent modifiées. Mais les fans les plus attentifs ont remarqué des références bibliques. Michael faisait souvent allusion à des textes anciens, comme l'Apocalypse, Daniel ou les Évangiles. Dans This Is It, on entend « We have 4 years to get it right, or it's irréversible ». Mais cette phrase est absente de la version officielle. Elle faisait référence à un point de bascule planétaire, une période où l'humanité serait testée. Des chiffres et dates récurrents. Les chiffres 7, 11 et 25 reviennent dans sa vie. Né un 29 août, 2 plus 9, 11. Mort un 25 juin. Son album Invincible contient 77 pistes numériques codées. Les initiés savent que ces chiffres ont des valeurs ésotériques profondes. Michael les utilisait pour déjouer la censure. En 2008, Michael s'apprêtait à publier une vidéo explosive. Elle devait contenir des révélations sur l'industrie, une dénonciation du traitement réservé aux artistes afrodescendants, un message spirituel adressé à la jeunesse, sortir du conditionnement. Mais il savait qu'il ne survivrait pas à cette publication. Il écrit à un proche, « S'il me tue, que cette vidéo sorte, mais tu devras la cacher, puis la révéler au moment venu. » On n'a jamais retrouvé cette vidéo. Ce qu'on ne vous a jamais montré, Michael Jackson était profondément mystique. Il étudiait les textes sacrés de différentes traditions. Michael Jackson n'est plus là pour se défendre, mais son œuvre parle encore. Elle crie, elle pleure, elle avertit. Les Illuminati n'ont pas seulement voulu faire taire une voix, ils ont voulu éteindre une lumière. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'une lumière vraie ne meurt jamais. Elle continue de briller dans ceux qui l'ont vue. Et si tu regardes bien, elle est là, en toi aussi. Merci du fond du cœur d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce n'était pas juste un récit sur Michael Jackson, c'était un voyage à travers la vérité, l'art, la manipulation et la lumière que certains veulent éteindre à tout prix. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi a vibré. Et cette vibration, c'est exactement ce que Michael cherchait à réveiller chez chacun de nous. La capacité de voir au-delà des apparences, d'écouter avec le cœur et de remettre en question ce qu'on nous présente comme la réalité. Michael Jackson était plus qu'un artiste. Il était un messager, un guerrier pacifique. Et même s'ils ont voulu effacer sa voix, son âme, elle reste intacte. Et aujourd'hui, elle vit à travers toi. Merci pour ton temps. Merci pour ton ouverture d'esprit. Merci d'avoir osé entendre cette autre version des faits. Si tu veux que ce message continue de vivre, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour recevoir nos prochains récits. Car d'autres vérités doivent encore être dites. D'autres mensonges doivent être déconstruits. Et nous avons besoin de toi pour faire grandir cette lumière. Restons éveillés, restons unis, et n'oublions jamais, les légendes ne meurent jamais. Elles renaissent à travers ceux qui ont compris leur combat. À très bientôt pour une prochaine vérité révélée.